Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans le cadre de ces webinaires lancés par la plateforme Résilience afin de faire connaître finalement tous ces centres de recherche et de compétences et améliorer le lien entre la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, nous allons parler des aplasies médulaires acquises et des HPN. Et je vais présenter, aujourd'hui, nous avons un binôme pour cette présentation. Donc, j'ai commencé par être galant. Madame Alizée Soldati, qui est infirmière en pratique avancée et qui intervient au centre de compétences aplasie médulaire du CHU de Nice. Et nous avons le docteur Michael Loski, qui est hématologue et qui est responsable médical de la thérapie cellulaire clinique et du centre de compétences aplasie médulaire du CHU de Nice. Donc, je vais vous laisser la parole et peut-être en commençant, mais c'est peut-être prévu, de bien préciser ce qu'est une infirmière en pratique avancée, car c'est peut-être pas encore parfaitement clair pour tout le monde. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cette kind introduction. Donc aujourd'hui, on va parler d'une maladie rare qui s'appelle donc l'aplasie médulaire acquise et d'une forme d'aplasie médulaire qui est l'HPN. Donc je suis accompagné de Madame Soldati, qui est notre infirmière en pratique avancée. Donc un petit rappel sur l'aplasie. Quand on parle d'aplasie médulaire immunologique ou aplasie médulaire sans précision, il s'agit de cette maladie rare qui touche, vous voyez, 2 à 3 cas par million d'habitants par an en Europe, aux États-Unis. Il s'agit d'une insuffisance de production d'origine immunologique pour la plupart des patients. 80% des cas, c'est une origine qui est active immunologique. Et puis, il y a quelques cas qui sont liés à des mutations constitutionnelles qui vont aboutir à une insuffisance de production au niveau médulaire. Donc, sur le schéma que vous voyez à droite, on voit que l'aplasie médulaire, aplastic anémia, est à la croisée des chemins entre plusieurs pathologies, donc des anomalies constitutionnelles, les téloméropathies, et puis cette maladie dont on parlera un petit peu tout à l'heure, qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, et les syndromes myélodysplasiques. Pourquoi? Parce qu'il existe des syndromes myélodysplasiques, donc qui sont d'authentiques hémopathies malignes qui se présentent sous forme d'une aplasie pour lesquelles il est parfois très difficile d'arriver à faire le diagnostic différentiel entre les deux. Et puis l'aplasie elle-même peut évoluer secondairement vers une vraie hémopathie maligne comme les syndromes myélodysplasiques ou la leucémie aiguë. Vous voyez que le spectre, c'est le schéma B de l'aplasie médulaire, vient interagir également et rentre dans le cadre d'autres pathologies qui vont entraîner des cytopénies, les neutropénies auto-immunes, les PTI, les aplasies, les érythroblastopénies, les amégakaryocytoses congénitales. Donc, l'aplasie médulaire, elle est entourée d'une galaxie d'autres maladies auto-immunes qui aboutissent à un déficit de production d'érythrocytes, un déficit de production globulaire. Maintenant, on va se concentrer vraiment sur l'aplasie médulaire. L'aplasie médulaire acquise, la physiopathologie est assez complexe, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Globalement, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ça vient mêler des anomalies des progéniteurs hématopoïétiques, un déficit du micro-environnement de la niche médulaire, et puis il y a de la dysimmunité à un certain niveau pour pouvoir induire la destruction des cellules souches hématopoïétiques par le système immunitaire, et puis, comme je vous le disais, l'évolution possible vers une hémopathie maligne. Alors, quels sont les symptômes de l'aplasie médulaire? Les symptômes, c'est ceux de l'insuffisance médulaire, donc c'est le syndrome d'insuffisance médulaire, le syndrome anémique, le syndrome hémorragique et le syndrome infectieux. Ce sont les symptômes que présentent les patients qui présentent une aplasie médulaire. Il existe des recommandations de traitement de l'aplasie médulaire qui ont été éditées en 2023. Globalement, en fonction du degré de sévérité de l'aplasie médulaire, chez un patient qui présente une aplasie médulaire qui est sévère, eh bien, tous les patients vont passer en RCP national, et dans ce cas-là, l'algorithme de traitement va dépendre de l'âge de notre patient et de la présence ou pas d'un donneur de cellules souches hématopoïétiques, qui soit un frère ou une sœur en première ligne. Si on a un frère ou une sœur qui est 100% compatible, que le patient a moins de 40 ans, dans ces cas-là, notre patient, s'il est fit, il sera greffé.
Si le patient a plus de 40 ans ou alors qu'on n'a pas de frères et sœurs, dans ces cas-là, ce sera un traitement immunosuppresseur avec des analogues de la thrombopoïétine. Et après, si le patient est réfractaire à ce traitement-là, dans ces cas-là, il y a plusieurs possibilités en fonction, encore une fois, de l'âge du patient et du type de donneur disponible. Je vais passer là-dessus, c'est du domaine de la spécialité, mais globalement, le traitement, c'est soit la greffe de moelle osseuse, soit un traitement immunosuppresseur avec une stimulation des cellules souches hématopoïétiques résiduelles par de l'L-thrombopaque. Un point important, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Les deux maladies sont intriquées. L'hémoglobinurie, il y a 20% des aplasies médulaires qui vont évoluer vers une vraie hémoglobinurie paroxystique nocturne hémolytique. Et puis, il y a 20% de patients qui ont une hémoglobinurie paroxystique nocturne qui vont développer une vraie aplasie médulaire. Dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est également une maladie rare, hein, 15 cas par million d'habitants. Cette maladie, elle associe, là encore, des désordres de la cellule souche hématopoïétique avec une attaque du complément. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'âge médian du diagnostic, c'est 35-40 ans. Les patients vont présenter une mutation acquise d'un gène qui s'appelle PIGA. Ce gène, il va entraîner la perte d'expression à la surface des cellules sanguines de molécules, hein, le CD55, le CD59 notamment, qui protègent normalement nos globules de l'action du complément. Il faut savoir qu'il existe de manière basale une activité constante du complément. Et cette activité fait qu'il y a constamment du complément actif qui circule. Et si nos globules ne sont plus protégés, ils sont détruits par notre complément. Ça va entraîner quoi chez les patients qui ont une HPN, donc une mutation de PIGA? Ça va entraîner une hémolyse de leurs érythrocytes, une hémolyse intravasculaire. Cette hémolyse, elle se traduit par une anémie hémolytique à Coombs négatif, évidemment, l'apparition de thromboses qui sont multifactorielles, et puis à un certain degré, comme je vous le disais, il y a toujours un petit peu d'aplasie médulaire, c'est-à-dire d'insuffisance au niveau médulaire. Là, pour le coup, les symptômes sont multiples. C'est des patients qui sont asthéniques. Ils peuvent avoir des douleurs diverses qui sont liées à des dysrégulations du muscle lisse, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales. C'est des patients qui vont présenter une dyspnée, une insuffisance rénale si on laisse la maladie évoluer, parce qu'il y a une hémoglobinurie importante. Alors, normalement, ça ne doit plus arriver maintenant à l'heure actuelle. Ce sont des malades qu'on doit diagnostiquer rapidement. Il y a une altération de la qualité de vie qui est liée à cette hémolyse chronique. Et puis, il y a des troubles, comme je vous disais, vasculaires, avec potentiellement des troubles érectiles. Alors, la triade, c'est celle-ci, hein, anémie hémolytique, thrombose, plus ou moins un certain degré d'aplasie médulaire. Et donc, c'est une maladie, l'HPN, qui est une maladie grave. Il faut savoir, donc, médiane de diagnostic 32-35 ans, et la médiane de survie avant l'apparition des premiers traitements anticompléments, c'était 22 ans. Et donc, c'est des patients qui mouraient aux alentours de 50 ans. Le niveau de sévérité dépendait du type d'HPN. Soit les patients présentaient une HPN qui était dite classique, et dans ces cas-là, c'était pour ces patients-là qu'on avait la moins bonne survie, ou alors les patients présentaient une HPN intermédiaire, ou alors une forme aplasique où la survie était un petit peu meilleure. Tout ça va changer évidemment avec l'apparition des traitements inhibiteurs du complément qui vont venir bloquer initialement la fraction C5 terminale du complément et empêcher l'action du complément sur les érythrocytes déficitaires en molécules qui normalement protègent du complément. Le complément n'est plus actif, il n'y a plus d'hémolyse intravasculaire et donc les patients retrouvent une survie qui est quasiment la même que celle de la population générale, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, avec une population de patients traités par eculizumab qui retrouve une survie quasiment équivalente à celle de la population générale. Et pourquoi est-ce qu'ils retrouvent une survie équivalente? C'est pas parce qu'ils ne thrombosent plus. Le principal objectif du traitement chez ces patients, c'est de bloquer l'hémolyse intravasculaire pour qu'ils ne thrombosent plus, puisque ces patients mouraient de thrombose. Et donc, à l'heure actuelle, ça reste le traitement de première ligne, les inhibiteurs de la fraction C5 du complément. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alizé. Bonjour. Alors, du coup, pour introduire sur qu'est-ce qu'une IPA,
comme ça a été demandé. Donc, j'étais d'abord infirmière en hématologie et ensuite j'ai fait le master d'infirmière en pratique avancée, qui est donc sur 2 ans, durant lequel je me suis spécialisée sur l'oncohématologie sur la 2e année et qui me permet maintenant d'avoir un poste dédié en hématologie. Ça me permet d'avoir un rôle un peu plus approfondi, de pouvoir suivre des patients, faire un examen clinique, renouveler des prescriptions, initier certaines prescriptions et établir certains diagnostics, ou en tout cas rechercher à éliminer certains diagnostics afin de présenter aux médecins des patients avec un suivi complet. Ce suivi par des IPA, il va être différent en fonction des services et en fonction aussi du rôle au sein des services. Nous sommes 2 infirmières en pratique avancée dans le service d'hématologie. On n'a pas le même rôle, on n'intervient pas sur les mêmes parcours. Et je l'expliquerai un petit peu plus après. Donc, nous sommes au CHU de Nice, nous sommes un centre de compétences aplasie médulaire et faisons partie du réseau Marie Céramique. Au sein du CHU, l'équipe qui va prendre en charge les patients atteints d'aplasie médulaire et de maladies avec HPN, c'est l'équipe d'hématologie, de greffe et de thérapie cellulaire qui est composée de 10 médecins avec 2 infirmières en pratique avancée. Donc, on ne va pas intervenir tout à fait sur le même parcours, je reviendrai dessus après. Il y a aussi 2 coordinatrices de greffe, une secrétaire de thérapie cellulaire, une infirmière d'annonce, une psychologue et aussi une diététicienne et un diététicien. Les patients vont être hospitalisés soit en unité protégée qui a 9 lits, comme c'est le cas souvent pour les greffes de moelle principalement, mais aussi pour le second traitement dont vous a parlé le docteur Losky, où les patients peuvent être amenés à être hospitalisés à l'unité protégée qui contient 9 lits. On a une unité de soins intensifs de 16 lits, où les patients peuvent également recevoir le traitement immunosuppresseur, et une unité conventionnelle de 8 lits, principalement pour le suivi ou les réhospitalisations sur des problèmes secondaires. On a un hôpital de jour de recherche clinique qui vont accueillir les patients pour tous les traitements ambulatoires et une unité d'aphérèse de 2 lits qui servira en post-greffe et aussi pour le prélèvement des donneurs dans le cadre de la greffe de moelle-osseuses. C'est une pathologie qui, selon le traitement qui va être choisi, va entraîner le patient sur différents parcours. Donc, il va y avoir le parcours greffe, il va y avoir le parcours traitement immunosuppresseur, il peut y avoir un traitement spécifique de l'HPN. Et donc, en fonction du parcours, le patient va être amené à rencontrer différents médecins, à être hospitalisé dans les différents services et à avoir recours à différentes personnes intervenantes sur son parcours. Avant d'obtenir le label du centre de compétences, on a tenu un registre avec tous les patients suivis pour aplasie médulaire depuis plus de 10 ans. Donc, dans ce registre, il y a 92 patients. Ce registre nous a permis ensuite de pouvoir transférer toutes les données dans Bamara, où sont saisis tous les dossiers des patients. Et à chaque fois qu'ils sont suivis, en consultation, en hospitalisation, qu'il y a un changement de traitement, on fait remonter ces informations dans le dossier sur Bamara. Les patients peuvent aussi être inclus dans RIM, qui est une biobanque nationale sur les aplasies médulaires qui est tenue par l'hôpital Saint-Louis. C'est une biobanque où donc, il peut y avoir un envoi d'échantillons, il peut y avoir juste une saisie des données en fonction des dossiers. Ça permet d'avoir un retour national sur tous les patients traités pour aplasie médulaire. Donc nous avons 92 patients dans notre centre, 55 patients atteints d'aplasie médulaire, dont 26 avec un clone HPN associé. 11 mastocytoses, une histiocytose langerhansienne, donc qui sont des maladies assez rares qui sont suivies aussi dans notre centre. 19 patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique ou de syndrome myélodysplasique avec mutation constitutionnelle ou post-aplasie médulaire. Et 6 patients avec juste entre guillemets, une HPN. L'infirmière en pratique avancée qui est sur le parcours HPN, c'est l'infirmière qui va suivre les patients qui sont sous iptacopan ou danicopan. Elle va intervenir à plusieurs moments, notamment sur le suivi. Il faut savoir que c'est une maladie qui a donc une meilleure espérance de vie depuis l'introduction de ces traitements. Mais cette espérance de vie peut être challengée en fonction des complications qui peuvent être assez rapides et brutales. Si les patients ont un accident, une vaccination, une infection, une grossesse, tout ce qui va stimuler le système immunitaire peut remettre en question l'efficacité du traitement avec à nouveau une hémolyse, une thrombose, des complications qui peuvent être graves rapidement. D'où l'intérêt d'avoir une infirmière de pratique avancée qui est joignable et qui coordonne le parcours avec les autres intervenants, les autres médecins ou professionnels de santé du CHU ou des centres adresseurs.
Il y a une infirmière d'annonce qui va intervenir au moment de l'annonce et il y a des coordinatrices qui vont pouvoir aider les patients, notamment avant l'hospitalisation, sur comment préparer leur valise, comment se préparer à l'hospitalisation. Il va y avoir un suivi médical au centre de référence, donc notre CHU, mais également dans les centres adresseurs où les patients peuvent avoir été diagnostiqués et où ils peuvent effectuer leur suivi en fonction des traitements qu'ils ont. Il faut savoir que c'est une maladie très rare, donc elle est rare aussi pour les autres centres. Du coup, c'est important d'avoir toujours un avis ou un suivi au moins une fois par an dans le centre de référence, mais en permettre aussi aux patients de pouvoir avoir un suivi de proximité et pas toujours revenir au CHU. C'est un travail en réseau qui est extrêmement important et l'infirmière en pratique avancée a tout son sens aussi sur ce parcours-là. Donc ça, c'est le CHU et tous les centres avec lesquels on travaille en réseau au sein de la région. Et donc, en conclusion, que ce soit l'aplasie médulaire ou l'HPN, qui sont donc deux pathologies intriquées, ce sont effectivement des maladies rares, ce sont des maladies qui sont mortelles en l'absence de traitement. L'aplasie médulaire reste une maladie grave. Ça nécessite une coordination entre le service d'hématologie, le service de thérapie cellulaire clinique, qui fait partie du département d'hématologie, tout le service de génétique pour faire la part des choses entre les aplasies acquises, les aplasies constitutionnelles, puis j'inclus pas tous les autres services, les laboratoires de cytologie, d'immunologie. L'HPN à l'heure actuelle, et j'ai bien aimé le mot juste une HPN, ça montre qu'on a quand même fait des gros progrès. C'était une maladie systématiquement mortelle à cause des thromboses. Maintenant, grâce aux inhibiteurs du complément, on a des patients qui non seulement ont retrouvé l'espérance de vie de la population générale, mais en plus retrouvent une qualité de vie, puisque je ne vous ai pas parlé des nouveaux inhibiteurs proximaux dont Alizé a un petit peu parlé, d'anicopan et iptacopan, qui sont des thérapies péros maintenant que les patients prennent à la maison. Et donc, certes, ils ont une qualité de vie proche de la normale, ils ont une survie qui est normale, mais à condition de bien prendre les traitements. Il faut une éducation thérapeutique et à condition également d'avoir un filet de sécurité en cas de complications, en cas d'événements de vie, accident, chirurgie, grossesse, vaccination, qui peuvent suractiver le complément. Il faut qu'on soit prévenu rapidement, d'où l'importance de l'infirmière de pratique avancée, qui est souvent le premier relais pour ces patients-là, du fait de sa proximité avec les patients, sa disponibilité, et qui ensuite va coordonner la suite du parcours de soins. Un petit mot de la fin pour l'HPN, y penser devant toute thrombose de localisation inhabituelle, notamment au niveau intra-abdominal. On sait que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée en France. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et ce rattrapage de déconnexion-reconnexion. Comme à chaque fois, on va se laisser quelques minutes pour pouvoir poser les questions de la part des participants. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité pour les participants soit d'activer votre micro et de poser la question, soit de la poser directement en l'écrivant sur le chat et on s'en fera les porte-voix. Moi, j'avais une petite question. Alors, merci vraiment pour cette présentation, à la fois scientifique, mais surtout et aussi organisationnelle. Et je vais juste appuyer un petit peu là-dessus parce que tous les centres de référence ne sont pas équipés comme le vôtre d'infirmières en pratique avancée, de psychologues pour assurer l'annonce de la mauvaise nouvelle. Dans le diaporama avec le réseau, vous n'avez pas trop mis pour l'instant les structures de ville que peuvent être les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est quelque chose qui commence à se développer ou pas encore de façon simple? Donc, je vais vous poser la question de comment est-ce qu'on s'articule avec la ville. Donc, il y a deux étapes. Pour le diagnostic, il y a un email générique d'hématologie sur lequel les médecins traitants peuvent nous adresser des emails, on répond dans les 24 heures. Et le patient est vu, bon, si ce sont en fonction du degré des cytopénies, le patient est vu rapidement. Il y a évidemment les patients qui vont se présenter sous forme d'un syndrome hémorragique ou un syndrome infectieux sévère. Donc, ces patients-là passent le plus souvent par les urgences et puis ils sont hospitalisés. Et à partir de là, on enchaîne avec le diagnostic et le traitement. Et puis après, une fois qu'ils sont sortis d'hospitalisation, qu'ils ont reçu leur traitement ou qu'on a posé le diagnostic d'aplasie médulaire,
ou d'hémoglobinurie paroxystique nocturne sont des patients qui vont rester quand même globalement dans le giron hospitalier, hein. Ils restent suivis par les patients HPN surtout. Eux, dès qu'ils ont un souci de santé, ils sont pris en charge par le centre de compétences. Ils vont pas chez leur médecin traitant. En revanche, un patient aplasique qui est en réponse après traitement, il va normalement consulter son médecin traitant. Le médecin traitant est au courant de la pathologie et ce sont des patients qui ont les contacts de l'infirmière de pratique avancée pour pouvoir signaler que, par exemple, ils sont en cours de traitement pour, je vais dire une bêtise, hein, une bronchite, une infection urinaire. Si le traitement en ville se passe bien, la plupart du temps, les médecins traitants ne nous contactent pas forcément. En revanche, ils savent qu'ils peuvent et doivent nous contacter si jamais il y a un souci particulier, échec d'un premier traitement antibiotique, par exemple, apparition d'un syndrome hémorragique. Enfin, les patients, il y a une éducation thérapeutique qui est très importante. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Dans le chat, non. Moi, j'avais des questions, mais vous avez répondu en totalité. Enfin, il me restait juste une petite question, parce que pour moi, c'était un centre adulte. Est-ce que vous prenez en charge, comment ça se passe pour les enfants? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, donc, enfin, les apparitions peuvent arriver vers 15 ans, si j'ai bien compris. Alors, tout à fait. On peut avoir des enfants qui sont touchés par de l'aplasie médulaire. Alors, chez l'enfant, ça va être beaucoup des aplasies médulaires constitutionnelles, pour le coup, liées à des mutations avec lesquelles les enfants vont naître. Dans ces cas-là, ils sont soit pris en charge par le service de pédiatrie ici. Si jamais ils ont besoin d'une greffe de moelle osseuse, alors pour le coup, ils devront aller à Marseille. Ah, voilà. Le centre de compétences ne couvre que la partie adulte. Adulte. Parce que moi je ne fais pas de pédiatrie. Et Mme Soldati, non, moi non plus. Après, adulte, ça peut être. À partir adulte, c'est à partir de 17 ans. Enfin, on discute à partir de 17 ans. La personne est apte à être prise en charge dans un service adulte. Ça dépend aussi de la maturité et des besoins. Donc la partie pédiatrique au niveau de Marseille, après il y a une transition qui se fait sur le centre adulte de Nice. Voilà, c'est exactement. Si elle est un patient qui aurait eu besoin d'une greffe, alors il y a plusieurs possibilités. Le patient a son diagnostic d'aplasie médulaire à Nice, est greffé à Marseille, mais après tout le suivi se fait par l'équipe de pédiatrie sur Nice. Ou bien alors le patient était suivi en pédiatrie, devient adulte, et dans ce cas-là, la transition se fait vers l'équipe du centre de compétences de l'adulte. Très bien. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre demande. Et voilà. Et désolé pour ces couacs techniques. Merci à vous, pas de souci. Donc, on rappelle que ces vidéos seront accessibles directement et seront mises en ligne. Donc, n'hésitez pas à les consulter et surtout à rappeler qu'elles peuvent être consultées. Encore merci pour cette présentation. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci Alizé, merci Mickaël. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.